Studio Balado. Être un homme, saison 3. Un podcast qui donne la parole à des garçons homosexuels, des histoires intimes, à la première personne du singulier. Épisode 5, le guet-apens de Xavier. Xavier a été victime d'un guet-apens homophobe lorsqu'il avait 17 ans. Il a vécu ce traumatisme seul et en silence pendant des années parce qu'il n'a jamais osé dire à personne qu'il s'est fait agresser. Et si on arrêtait enfin de se taire et que la honte changeait de camp? Xavier a 35 ans et il se définit comme homosexuel à 100%. Il est de corpulence moyenne, 1m70. Il a les cheveux courts rasés, les yeux gris-bleu. Il porte une légère barbe un peu rousse et il dit qu'il est hypersensible. Attention, cet épisode évoque une scène d'agression homophobe susceptible de heurter ta sensibilité. Être un homme, Michel-Ange Vinti. J'avais 17 ans. À ce moment-là, je découvrais l'homosexualité. Enfin, je savais déjà depuis pas mal de temps que j'étais attiré par les garçons, mais dans la volonté de vouloir rencontrer quelqu'un, c'est plus ou moins vers cet âge-là que j'ai commencé à aller sur Internet, à dialoguer avec d'autres personnes, et donc j'ai commencé les rencontres virtuelles à ce moment-là. Un jour, je vais sur un site de jeu en ligne. Sur ce site de jeu, on peut dialoguer avec des gens. Donc, je sympathise avec plusieurs personnes, dont une personne particulièrement. Cette personne se dit homosexuelle aussi. Donc, après plusieurs échanges de messages, on décide de se rencontrer. J'ai 17 ans à ce moment-là, j'ai un voyage scolaire qui est prévu, donc je dois me lever plus tôt. Je prévois de me lever encore 1 heure plus tôt pour voir cette personne. Donc je prépare mes affaires, je sors de chez moi, on se donne rendez-vous dans un parc. Je pars en toute confiance. Au final, on se capte physiquement, visuellement assez vite. Et à partir du moment où je suis arrivé à lui, je me suis fait agresser directement. Donc, d'abord des coups dans les côtes. Ensuite, je me suis retrouvé couteau sous la gorge. Il m'expliquait que ce que je vivais, ce que je faisais, c'était pas bien. Il a fait mes poches, il m'a racketté. À ce moment-là, moi, j'étais en état de choc total. Impossible de réagir, impossible de bouger, de faire quoi que ce soit. C'est l'incompréhension, l'état de choc total. J'ai l'impression que ce moment a duré un temps indéfini, or que je pense que ça n'a duré que quelques minutes. Au final, il m'a poussé, je suis tombé par terre, il est parti en courant. Voilà, l'agression est terminée. À ce moment-là, je reste sur place un moment, tremblant, état de choc, ne sachant pas quoi faire. Au final, j'ai pris la décision de rentrer chez moi. J'ai ma maman avec qui je vivais qui m'a demandé si ça allait. Je lui ai dit oui, ça va, mais le voyage scolaire est annulé. Donc je suis tombé dans un guet-apens. Lui se présentait vraiment comme une personne homosexuelle intéressée par moi. Nos échanges étaient cordiaux. On apprenait à se connaître, on avait envie de se rencontrer. Et donc, oui, le fait qu'il s'est passé ça par la suite, je me suis dit, ma naïveté totale. J'aurais jamais pensé à ce moment-là pouvoir vivre ce type de rencontre. Moi, je partais en confiance, en me disant, c'est une rencontre qui pourrait aboutir sur une belle histoire. J'étais vraiment en mode amoureux comme on peut l'être à 17 ans dans ce type de rencontre quand c'est une première fois. Et du coup, je suis parti de manière naïve et c'est là qu'a commencé une descente aux enfers.
À ce moment-là, je cachais totalement mon homosexualité, aussi bien avec mes camarades d'école que mes amis de tous les jours, ma famille. Enfin, c'était quelque chose que je voulais garder pour moi parce que je n'avais pas encore fait pour moi les rencontres nécessaires dans la compréhension de qui j'étais, de si réellement j'étais attiré à 100% par les hommes. En tout cas, c'était quelque chose que je voulais garder pour moi. Et donc, bah oui, à ce moment-là, je ne pouvais pas dire la vérité. Comment expliquer que je me suis fait agresser de cette manière-là? Et puis même, si je me dis que je me fais agresser, on devra aller à la police, on devra déposer plainte, expliquer. Et si j'explique, du coup, je sors de cette partie secrète que je vis. Et donc, pour moi, il n'y avait pas de solution. Pour moi, la solution à ce moment-là, c'était continuer la vie et reprendre ma vie petit à petit parce que mon état de choc a quand même duré quelques jours. Je prétextais que j'avais des migraines. Enfin, je sortais plus de chez moi. Aller faire des courses, c'était très compliqué parce que j'avais l'impression d'être suivi, que j'allais me faire agresser. Dès que je sortais de chez moi, j'allais me faire agresser. Or, je n'ai plus jamais rencontré cette personne. Et donc, tout devenait un cauchemar. C'était plus vivable et j'ai dû continuer à mentir. Je n'ai plus été à l'école. J'ai fait plus ou moins 3-4 mois sans aller à l'école. Alors j'ai intercepté les courriers dans la boîte aux lettres. Quand ma maman partait travailler, moi je rentrais chez moi. Donc son temps de travail, je restais tout seul à la maison. Donc elle me posait la question comment je vais m'en sortir. Voilà, j'ai été chez le médecin pour des migraines que j'avais, des réelles migraines, mais je pense liées à mon état de choc. Donc j'ai eu quelques certificats, donc ça a permis aussi au niveau de l'école qui ne se pose pas trop de questions. Et au final, j'ai menti à tout le monde, à mes amis. C'était impossible pour moi de retourner à l'école. C'était impossible pour moi d'aller faire des courses. J'ai dû au jour le jour composer et essayer de m'en sortir. Et les semaines, les mois ont passé et voilà, rien n'avait changé jusqu'au jour où la directrice téléphone à ma maman qui m'appelle aussi vite pour me demander où je suis. Donc là, je m'effondre, je lui explique, je suis chez nous. Je me suis fait agresser, ça fait quelques semaines, quelques mois, et voilà. Et là, je lâche tout d'un coup. Et on est convoqué par la directrice. Il y a des conséquences, évidemment. Je dois recommencer mon année, je suis en réto. Recommencer sa réto, c'est quand même pas facile. On perd de l'argent parce que je suis élève libre, donc du coup, ma maman perd ses allocations familiales. Donc elle me dit, la première étape, ce sera de récupérer cet argent. Donc, j'ai été voir un psychologue, j'ai fait beaucoup de sophrologie qui m'a permis quand même de me décontracter par rapport au trauma physique que j'ai pu subir. J'ai fait un job étudiant pour rattraper la perte financière. Et voilà, là, j'ai commencé à petit à petit respirer parce que ma maman était au courant. C'était une personne qui malgré le fait que je lui ai pas dit initialement ce qui s'est passé, m'a compris. Tu lui as dit que tu t'étais fait agresser, mais pas que c'était un guet-apens homophobe. Non. Donc, étant donné que à ce moment-là, personne ne sait que je suis homosexuel, j'ai continué à rester sur ma version de je me suis fait agresser en sortant de chez moi sur le chemin du voyage scolaire, mais je n'ai jamais avoué que j'étais homosexuel et que c'était une agression liée à une rencontre sur Internet, une agression homophobe. C'était pas possible pour moi à ce moment-là parce que ça faisait partie de ma petite vie à moi. Je n'étais absolument pas prêt à ce moment-là à me dévoiler par rapport à mon homosexualité. Vous écoutez Être un homme, Studio Balado. Tu as vécu avec un sentiment de honte, en plus de t'être fait agresser. Un sentiment d'incompréhension, un sentiment de peur principalement, parce que moi j'étais dans
dans mon petit monde. Je n'avais jamais été confronté à la violence pure, au sentiment de honte aussi de ne pas pouvoir assumer qui je suis à ce moment-là, étant donné qu'on vit quand même dans une société hétérotypée et qui ma famille non plus n'encourageait pas à ce que je dévoile à ce moment-là que j'étais homosexuel. Mon père ne l'aurait pas accepté. Mon frère, je ne pense pas non plus. Or, au final, 3 ans plus tard, quand j'ai fait mon coming out, c'est la personne qui l'a accepté le mieux et le plus facilement. Mais en tout cas, à ce moment-là, je n'imaginais pas la possibilité de pouvoir le faire. Et tu veux bien dire un mot de la psychologue que tu as vue pendant quelque temps suite à l'agression? Donc j'ai rencontré une psychologue qui m'a pris en urgence, qui a fait un gros travail avec moi d'accompagnement, qui m'a guidé vers la sophrologie, vers plein autres choses. J'ai forcément même version, j'ai continué à mentir, à expliquer même à la psychologue. Pourtant je lui faisais confiance et ça se passait très bien avec elle, mais je suis resté sur la version je me suis fait agresser sur le chemin du voyage scolaire et non pas parce que j'étais homosexuel. Pour moi, c'était pas l'instant. Je devais me reconstruire par rapport à mon agression. Je n'assumais déjà pas le fait d'être gay à ce moment-là. Donc, vu mon état d'esprit, vu l'agression, c'est impossible. Ces mots ne sortaient pas. J'ai dû continuer à cette version. Ils m'ont incité à porter plainte. J'ai toujours refusé. J'ai dit ça s'est passé, c'est le passé. Et pourquoi? Pourquoi tu ne voulais pas porter plainte? Porter plainte, c'est directement pour moi. Je voyais l'enquête, je voyais les dépositions, je voyais, je sais pas, qui viennent chez moi vérifier mon ordinateur et que voilà, que l'homosexualité revienne et fasse surface à ce moment-là. Et c'était hors de question. Donc malgré mon état de choc, malgré les mois d'enfer que j'ai pu vivre, mon objectif c'était réellement de me reconstruire, d'avancer, mais à mon rythme, et je ne voulais pas qu'on m'impose quoi que ce soit, et le fait de déposer plainte, forcément, n'était pas compatible avec ma volonté de ce moment-là, donc impossible pour moi de déposer plainte. Donc le secret, la honte et le silence. Le secret, principalement, le silence et la honte de la difficulté à cette époque-là d'annoncer à sa famille qu'on est différent. J'ai quand même vécu dans une famille aimante, mais j'ai quand même reçu aussi quelques réflexions, je pense principalement à mon père, qu'on pourrait catégoriser comme homophobe, même si il n'a pas été maltraitant et que je pense que les mots qui sortaient de sa bouche n'étaient pas la haine qu'on pourrait imaginer. C'était il y avait pas d'homosexuel dans ma famille, donc du coup je pense que lui se doutait de par peut-être mes préférences sportives ou mes amitiés avaient peut-être un doute par rapport à ça et donc parfois pouvaient se permettre des réflexions qui n'encourageaient clairement pas à avouer mon homosexualité. Comment tu débutes ta vie de jeune homme, de jeune homosexuel, ta vie affective, amoureuse, sexuelle? Comment elle débute? J'ai commencé à rencontrer d'autres personnes par la suite. Ça a quand même pris quelques mois, plus un an et demi, avec méfiance évidemment. Je préférerais rencontrer des personnes, des amis d'amis, des personnes connues. J'ai quand même continué à aller sur les réseaux sociaux de l'époque. Il n'y a pas grand-chose, hein. C'était des mythiques, c'était Gay Roméo. Il n'y avait pas grand-chose à l'époque. Je donnais rendez-vous à des mecs. C'était ridicule à l'époque. C'était limite, je mettrais un chapeau, une écharpe rouge pour être identifiable sur la place de Mons. Et au final, quand je voyais parfois au loin les personnes, je n'y allais même pas. Donc j'ai quand même eu
certains traumas par rapport à ça, un mécanisme de défense, et mes rencontres étaient plus compliquées par la suite. Au final, à mes 20 ans, je rencontre la bonne personne. J'ai vécu une relation qui a quand même duré 13 ans. 13 ans qui est, pour moi, c'était parfait. Ça correspondait vraiment à ce que j'imaginais du couple à ce moment-là. C'était une personne un peu plus âgée, expérimentée. Ce que je décèle maintenant, et qui n'était pas le cas à l'époque, c'est que finalement je vivais ma petite vie d'hétéro en étant en couple avec un homme. Donc je n'étais pas dans le milieu, je n'avais pas d'amis gays. Dès qu'on me proposait une soirée une soirée gay ou autre, j'étais réticent. Pourquoi ? J'y allais une fois. Toujours à mon avis, c'est ce que j'analyse maintenant, mais tant de mensonges pendant tant d'années. J'ai fait semblant, ça a bien fonctionné. Vu que j'étais pas prêt à 17 ans, je pense que j'ai continué inconsciemment le jeu de me dire, je suis normal. C'est ce que je devais représenter pour la société, pour ma famille, pour les amis, quelqu'un de normal. Donc, du coup, même en étant en couple avec un homme, je vivais de manière très hétérosexuelle et je n'étais pas moi-même au final. Je rejetais une communauté dont je fais partie à l'heure d'aujourd'hui, et tout ça par peur, par honte, et voulant encore vivre ma petite vie secrète. Moins j'étais dans le milieu, moins ça se savait autour, même si j'assumais, mais j'avais des cercles ma meilleure amie qui a toujours été là, qui est toujours là aujourd'hui, elle l'a su tout de suite, mais par rapport à la société en général, que ce soit professionnel ou autre, ça restait un secret, plus ou moins. Même si au fur et à mesure du temps, mes collègues l'ont su, mais c'était pas quelque chose que je voulais revendiquer, ça ne me définissait pas. Tu dirais que ce guet-apens a eu quand même un impact négatif sur ta vie amoureuse, ou tu t'en rendais pas compte à l'époque ? Bon, mon agression a eu un impact négatif sur mes rencontres et sur la manière. Ça a compliqué la manière dont j'ai pu faire mon coming out aussi, parce que j'avais énormément de peur. Et ça, l'agression, oui, forcément, ça m'a renvoyé à la réalité, au fait que tout le monde n'est pas prêt à accepter l'homosexualité, et même dans sa propre famille, même dans ses propres amis. Et donc, moi, quand j'ai fait mon coming out, j'ai été voir chaque personne séparément, personne par personne. J'ai été leur avouer, voilà, j'ai quelque chose à te dire. Je suis homosexuel, je suis même actuellement en couple avec quelqu'un. Et donc oui, mon agression a aggravé ce sentiment de complexité d'être homosexuel dans la société de l'époque. Si tu as été victime de violences verbales, de harcèlement ou d'une agression, tu peux le signaler auprès d'Unia en Belgique ou SOS Homophobie en France. Que ce soit juste pour en parler, témoigner ou trouver des réponses à tes questions. En signalant les discriminations homophobes, tu te rends service à toi-même, mais également aux autres victimes d'actes homophobes. Être un homme est un podcast documentaire de Michel-Ange Vinti produit par le studio Balado. Tous les épisodes ont été enregistrés dans mon salon à Bruxelles durant l'automne 2023. Équipe de production David Federman, Clément Berman, Géraldine Jonkers, Julien Barbier, Jérôme Casanova et Adrien Nazelli. Être un homme est un podcast indépendant et gratuit. Pour le soutenir, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée, laisser un commentaire ou des étoiles, le partager sur les réseaux sociaux ou faire un don, même minime, via le lien buymeacoffee.com/être un homme en un mot. Être un homme, c'est aussi une communauté WhatsApp. Contactez-moi sur Instagram pour plus d'infos.
Merci infiniment pour votre écoute. À bientôt.